Ma femme ne savait rien de mon passé de tireur d'élite dans la marine, ni de mon travail actuel comme agent du FBI. Mais, cette nuit-là, j'ai entendu son appel. « Oui, chérie, il ne sait rien. Demain soir. Fais juste en sorte que ça ressemble à un accident. » Sauf que j'étais déjà prêt à éliminer les 10 d'entre eux. Parfois, la vie ne prévient pas quand elle est sur le point de s'effondrer. Il m'a suffi d'une seule phrase pour comprendre que mon histoire ne serait plus jamais la même. Cette nuit-là, exactement à minuit 41, je me suis réveillé assoiffé. Et tout ce que je connaissais s'est écroulé en une seule phrase. Oui, chérie. Il n'en a aucune idée. Demain soir, fais juste en sorte que ça paraisse être un accident. Je suis resté immobile, la main sur la poignée de la porte et l'autre serrant un verre vide. Sa voix était basse, mais claire, chargée d'une intention cachée. Ma femme. La femme avec qui j'avais vécu 3 ans, que je croyais connaître dans les moindres détails jusqu'à la petite cicatrice derrière son genou. Elle me tournait le dos, dans la cuisine, le téléphone collé à l'oreille, ses doigts nerveux tordant la ceinture de son peignoir. J'ai entendu un petit rire, presque gêné. Et je laisserai la porte ouverte à 10 heures. Fais vite. Que ça ressemble à un cambriolage qui a mal tourné. J'ai reculé d'un pas pour éviter le grincement du parquet. Ni colère, ni panique. J'ai juste posé le verre sur la console du couloir et je suis allé au garage, comme si je sortais fumer une cigarette. Elle n'a rien remarqué, elle n'a pas entendu la porte se fermer derrière moi. Je m'appelle Jacques Brennon. J'ai 46 ans. Officiellement, je suis chef de la sécurité d'une entreprise internationale d'infrastructure appelée Valence Opération Group. Mais ce n'est qu'une couverture. Mon véritable employeur est le FBI, département du contre-espionnage, division des opérations internes. Depuis 15 ans, je travaille sous couverture dans différents secteurs civils, surveillant les menaces intérieures, le vol de technologie, l'infiltration de cartels et le chantage étranger. Avant cela, j'ai passé 10 ans dans la marine, comme tireur d'élite et éclaireur. 5 missions de combat. Honorablement libéré. Puis, une conversation discrète de recrutement. J'ai vu de braves hommes mourir parce qu'ils avaient fait confiance aux mauvaises personnes. J'ai observé à travers ma lunette des ennemis qui souriaient le jour et tranchaient des gorges la nuit. Et j'ai appris la leçon la plus importante, dans la survie, ce n'est ni la force ni la vitesse qui décident, mais le silence. Laisse-les parler. Laisse-les croire. Laisse-les passer leur propre corde au cou. Le garage était complètement sombre jusqu'à ce que je tape le code sur le panneau latéral. L'ampoule a vacillé puis s'est allumée. À première vue, ce n'était qu'un banal débarras, pot de peinture, établi, outils. Mais derrière le faux mur, qui s'ouvrait en pressant 2 doigts sur une fente dissimulée derrière le disjoncteur, se trouvait ce qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le loquet a claqué. Je suis entré dans une pièce de 12 pieds sur 12. Mur renforcé, isolation phonique, table en acier avec 4 moniteurs, lignes de fibre optique, 3 brouilleurs de signal et un arsenal de sauvegarde de données. Mon refuge. Je me suis assis, j'ai respiré profondément et j'ai activé le système audio caché de la maison. 2 ans plus tôt, j'avais moi-même refait tout le câblage, micro en céramique dissimulé dans les luminaires, les grilles d'aération, même dans les plaintes. J'ai remonté l'enregistrement de 10 minutes et réécouté. Oui, chérie, il ne sait rien. J'ai fermé les yeux. Les mots eux-mêmes n'avaient pas d'importance. Ce qui comptait, c'était le ton. Le même que je reconnaissais lors des interrogatoires. Le ton des menteurs, un mélange de confiance et d'attente cruelle. Après avoir raccroché, elle tapa rapidement quelque chose sur son téléphone. J'ai copié le numéro et lancé une recherche anonyme. La réponse fut immédiate, une puce prépayée, enregistrée à 3 villes d'ici, reliée à des antennes souvent utilisées par les membres du cartel Najra. Canaux du Sud. Trafic et opérations armées. J'avais déjà vu leur travail. Je les avais déjà éliminés. Elle s'est servi un verre de vin, s'est assise sur le canapé et a souri. Un jour, ce sourire réchauffait. À présent, il glaçait mes mains. Elle pensait que je n'étais qu'un employé de bureau, qui oubliait les anniversaires de mariage et payait les factures. Elle ne savait pas que, dans le coffre sous le sol du garage, se trouvait un étui de munitions M118 et un fusil démonté que j'avais utilisé en Jordanie. Elle ne savait pas que n'importe quel recoin de cette maison pouvait devenir un piège en moins de 2 heures. Elle ne savait pas que j'avais déjà calculé chaque entrée et chaque sortie.
Et que j'attendais. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était une habitude. Quand on passe 3 décennies parmi les ennemis, on apprend à compter les pas et les angles même en se brossant les dents. Ça ne disparaît jamais. Je l'ai observé finir son vin et monter se coucher. Elle avait laissé la porte de derrière ouverte. Pas besoin de s'inquiéter. Il viendrait le lendemain. Elle croyait avoir dégagé le chemin pour eux, mais elle avait fait une erreur. Elle pensait avoir épousé un homme ordinaire. J'ai ouvert le coffre, pris l'étui, déverrouillé. Le fusil était là, comme un vieil ami. J'ai commencé à l'assembler. Les pièces s'emboîtaient avec la même précision qu'autrefois. Tu veux du désordre? Ai-je murmuré dans le vide. Alors tu en auras. On dit que les pires trahisons ne s'accompagnent pas de cris. Juste de silence. Et, quand elles arrivent, on n'entend pas le cœur se briser. Seulement la pièce devenir trop silencieuse. La nuit suivante, après son chuchotement au téléphone, je n'ai pas dormi, je n'ai pas tourné en rond, je n'ai pas bu. Je suis resté assis dans mon centre de surveillance, me souvenant des jungs. Vallée de Corénal, 2006. Là-bas, il n'y avait jamais de silence absolu. Même les arbres sonnaient faux. La chaleur avait un poids. Tu pouvais passer des heures sans cligner des yeux, sans bouger, sans penser. Juste à écouter. Et attendre. Et alors, la silhouette de quelqu'un bougeait juste assez pour justifier une pression sur la détente. Je me souviens de la première fois où j'ai hésité trop longtemps. Ce jour-là, j'ai vu 2 des nôtres saigner jusqu'à la mort dans la boue simplement parce que j'avais vacillé. À la guerre, il n'est pas nécessaire de prendre une balle pour mourir. Il suffit d'une seconde de doute. Ce jour-là, je me suis juré de ne plus jamais attendre d'être trahi. Et cette règle, je l'ai emportée avec moi au bureau. Les fantômes sont venus aussi. J'ai seulement appris à leur donner des noms. Les formes changeaient, les masques changeaient, mais les yeux restaient toujours les mêmes, morts. Quand je les rencontrais, je travaillais infiltré dans une cellule du réseau ombre du bureau. Elle était analyste système, arrivée pour refondre l'interface logistique. Intelligente, chaleureuse, amatrice de café trop corsé et trop grillé. Elle racontait que son ex-petite amie l'avait trompée avec une arnaque de crypto-monnaie, et qu'à cause de ça, elle avait appris à faire difficilement confiance. J'aurais dû voir l'ironie. Mais j'étais fatigué du jeu, des mensonges, des masques. Avec elle, il me semblait que je pouvais enfin accrocher le fusil au mur et le laisser là. Elle a même ri la première fois qu'elle a vu la cicatrice sur ma clavicule. Elle a dit que ça ressemblait au logo de Nike. Attends, c'est vrai, a-t-elle chuchoté. Et puis elle m'a embrassé. C'était comme une reddition. Je ne l'avais pas compris, mais celui qui s'était rendu, c'était moi. Sauf que les détails ont commencé à s'accumuler. Des coups de fil de « travail » où sa voix devenait trop basse. Des voyages chez sa sœur qui, soudain, se transformaient en retraites urgentes. Des questions sur mon compte de retraite et sur mes mots de passe. Je justifiais tout, accusais mes traumatismes. On voit des ombres où il n'y en a pas, mais parfois, l'ombre est bien réelle. À 4 heures du matin, j'ai pris 2 portables jetables. L'un dans le conduit de ventilation du mur. L'autre au grenier. Aucune trace digitale, aucune empreinte, chacun lié à une identité fictive différente. J'ai envoyé des messages à 2 anciens contacts du bureau. Je n'ai pas donné de détails, juste l'essentiel, possible brèche, actif compromis. Protocole d'attente recommandé. Mot-clé, le rossignol a quitté son perchoir. 6 minutes plus tard, j'ai reçu une confirmation. 2 points de contingence étaient prêts. L'un, dans la poubelle de l'allée près de la 8e porteur. L'autre, derrière une machine à boisson du gymnase où je m'entraînais. Si quelque chose m'arrivait, le niveau suivant serait déclenché. J'ai effacé les 2 téléphones, écrasé les cartes SIM et dispersé les restes dans 3 sacs poubelles différents, répartis dans le quartier au petit matin. Pas de bout qui dépasse. Puis, je suis rentré à la maison. Des années à jouer le mari incapable de réparer un robinet qui fuit. C'est ce qui m'avait permis d'installer tout l'équipement sans éveiller de soupçons. Dans le garage, j'ai configuré un capteur de pression relié au détecteur de mouvement des entrées latérales. La porte de derrière avait une alarme silencieuse qui se déclenchait au premier contact. Sur le toit, j'ai fixé 2 caméras sans fil, transmettant sur une chaîne privée accessible même depuis ma montre. Pour les voisins,
on aurait dit que je m'occupais des plantes. En réalité, je posais des mines. Au lever du soleil, la maison avait cessé d'être un foyer. Elle était devenue un périmètre. J'ai préparé un shake de protéines que je n'ai même pas bu et j'ai ouvert le coffre. Les tuilons à l'intérieur n'avaient pas été touchés depuis presque 2 ans. Non pas parce que je l'avais oublié, mais parce que j'espérais ne jamais en avoir besoin. Je l'ai posé sur la table, ouvert les loquets. Le fusil me fixait comme s'il n'était jamais parti. M110. Système semi-automatique de précision, lunettes personnalisées, munitions subsoniques, silencieux. Quelque chose qu'on ne met plus dans un avion sans autorisation écrite du Congrès. J'ai vérifié la chambre, propre. J'ai chargé la première cartouche, faite main, balle creuse. Sur la douille, la marque gravée, K21. Killzone 21. Ce n'était pas du bureau. C'était à moi. Alors j'ai parlé à voix haute. Pas pour elle, pas pour quelqu'un en particulier. Juste pour les fantômes dans la pièce. Demain, chérie, on va tout faire sale. Et j'ai souri. Elle croyait avoir ouvert la porte aux assassins. Elle ne savait pas que je l'avais déjà ouverte avant elle. L'odeur de ribeye au beurre, à l'ail et au romarin m'a frappé avant même d'entrer dans la cuisine. Elle avait mis les petits plats dans les grands. Elle portait un tablier, les cheveux attachés comme je ne les avais pas vus depuis des mois, et souriait comme si les dernières 24 heures n'avaient jamais existé. « Te voilà, dit-elle. Le dîner est presque prêt. J'ai pensé qu'on devrait passer une soirée douillette à la maison. » Elle retira la poêle en fonte du feu et posa le steak sur l'assiette, comme pour une revue gastronomique. Au centre de la table, une bougie allumée. Le vin cher, celui que nous gardions pour notre anniversaire de mariage, était déjà ouvert, respirant. C'était une mise en scène. Et bon sang, elle était convaincante. Je me suis assis en face d'elle, observant chaque geste. Des mouvements trop fluides, trop contrôlés. Elle servit le vin, me tendit le verre. Ses doigts touchèrent les miens. Elle jouait encore la femme dévouée. J'ai souri. Elle leva son verre. À nous. J'ai levé le mien. À demain. Elle s'est figée. Juste un instant, un battement de cils et sa mâchoire légèrement crispée. Mais je l'ai vue. Je vois toujours. Puis, elle a ri doucement. Trop doucement. Tu ne vas pas dire ce que ça signifie. Pas encore, ai-je répondu en découpant le steak. Elle a changé de sujet. Le chien du voisin, la météo, une nouvelle série qu'elle voulait regarder. Je hochais simplement la tête, parlant peu. Chaque mot d'elle résonnait dans mes oreilles comme des interférences. Ce n'était pas ma femme. C'était une coquille, créée pour me garder aveugle, docile, tranquille. Après le dîner, elle se leva en disant qu'elle devait répondre à un appel. Ma sœur, encore en pleine crise de nerfs, ajouta-t-elle en levant les yeux au ciel. Vas-y vite, répondis-je. Elle enfila son manteau, me lança un sourire auquel j'avais déjà cru autrefois et sortit par la porte d'entrée. J'attendis 6 secondes, touchai 2 fois l'écran de ma montre. Le drone du garage, déguisé en caisse à outils de jardin, prit son envol, suivant le GPS que j'avais cousu dans la doublure de son manteau l'année précédente. Non pas parce que je soupçonnais, mais parce que je ne faisais jamais confiance au confort. L'écran s'alluma. Elle ne prit pas la direction de la maison de sa sœur. Elle tourna à gauche à la sortie, puis emprunta une route de service sombre qui menait à un terrain vague d'un chantier abandonné, à l'ouest du district industriel. Le drone filma le moment où elle se gara devant une fourgonnette blanche. 2 hommes étaient déjà là. De l'ombre, 9 autres surgirent. 10 hommes au total. Équipement tactique complet. Bottes noires, gants, lunettes de vision nocturne fixées au casque. Ce n'étaient pas des amateurs. Ce n'étaient pas des locaux. Ils se déplaçaient avec précision, coordination, sans gaspillage d'énergie. Et puis, elle en embrassa un. Pas pour la façade. Pas pour brouiller les pistes. Un baiser long, intime, familier. La poitrine ne se serra pas. Les mains ne tremblèrent pas. C'était quelque chose de plus froid que la colère et de plus ancien qu'un cœur brisé. C'était la clarté absolue. La femme que j'avais aimée était morte depuis longtemps ou peut-être n'avait-elle jamais existé. Ce qui se trouvait dans ma cuisine aujourd'hui n'était qu'une peau tendue sur quelque chose d'étrange et de glacé, fait pour marchander et tuer.
J'ai éteint le drone et me suis levé. Sans mots. Sans cérémonie. Juste l'action. J'ai rouvert l'étui et rangé le fusil dans le sac à dos, démonté, méticuleux, automatique. J'ai pris 2 chargeurs supplémentaires, le couteau de combat recourbé et une lampe frontale réglée au minimum. Je suis sorti par les portails latéraux et me suis engouffré dans la ligne d'arbres derrière le terrain. J'avais parcouru ce sentier des centaines de fois, chaque fois que j'avais besoin de vider mon esprit. J'avançais vite, bas, serpentant dans les rues silencieuses, escaladant des clôtures, jusqu'à ce que les maisons disparaissent derrière moi et que les arbres se referment autour. La ville grondait au loin, mais là, au bord de la carrière de gravier, tout se résumait au vent et aux clôtures rouillées. J'ai trouvé la limite de la zone et me suis accroupi derrière un buisson. De là, je voyais la fourgonnette, les sacs à dos remplis d'armes, les hommes portant des fusils avec silencieux et distribuant des oreillettes. Et elle était avec eux. Elle montrait un plan imprimé de ma maison, expliquant où se trouvaient les entrées, les zones avec capteur de mouvement, le coffre du garage. Elle alla même jusqu'à marquer l'endroit où je laissais soi-disant mon téléphone avant de dormir. Elle ne savait pas que j'avais modifié ce plan 2 semaines plus tôt. Le coffre était faux. Les « zones mortes » cachaient des pièges infrarouges inversés, transmettant instantanément chaque signature thermique jusqu'à moi. La maison où elle vivait n'avait jamais été la sienne. Je l'ai vu rire. Je l'ai vu quand l'un d'eux lui donna une tape dans le dos, comme si elle faisait partie de l'équipe depuis longtemps. Peut-être que c'était le cas. J'ai ajusté le sac à dos, tiré la capuche. La lune brillait, mais je restais dans l'ombre des arbres, invisible pour qui ne sait pas chercher les fantômes. Helmont m'avait appris à disparaître, à me déplacer entre le vent et le fil barbelé, entre un battement de cœur et l'inspiration suivante. Cette nuit-là, je ne retournais pas à la maison. J'entrais directement dans une killbox, déjà le doigt sur la détente. Je suis arrivé avant eux. Allongé au 2e étage d'une structure en béton abandonnée, autrefois prévue pour devenir une aile de bureau. De là, j'avais vu sur le portail, les flancs nord et ouest, ainsi qu'une partie du rez-de-chaussée intérieur. Le fusil était monté, hauteur ajustée, lunettes calibrées, vent nul. Toutes les pièges armés. Chaque angle calculé. Ils arrivèrent à 21h43, comme un groupe d'étudiants allant allumer un feu de camp. Rire, bousculade. L'un d'eux ouvrit même une bière. Trop détendu. Trop confiant. Il pensait que ce ne serait qu'un nettoyage. Une cible facile, endormie. Du 2e SUV, elle descendit avec une mallette à la main. Elle portait encore le manteau que je lui avais acheté l'hiver dernier, celui dans lequel, disait-elle, elle se sentait en sécurité. Elle les appela, pointant le plan. Grâce au micro parabolique, j'entendis sa voix ferme, autoritaire. Elle était leur chef, pas leur appât. Ici se trouve le couloir. Il dort généralement face à la porte. Balles s'y lançaient dans la tête et dans le cœur. Faites du désordre. Renversez quelques caisses, coupez des fils, pour que ça ressemble à un cambriolage raté. Quelqu'un rit. De l'argent facile. Ne le sous-estimez pas, les avertit-elle avec un sourire. Il n'est pas aussi superficiel qu'il en a l'air. C'était vrai. Ils avancèrent par le mur sud. Exactement là où je les attendais. Les capteurs de pression étaient réglés sur leur poids. Quand ils se déclencheraient, un compte à rebours silencieux de 5 secondes commencerait. Assez de temps pour qu'ils se regroupent au point prévu. J'ai attendu. Le premier entra rapidement, fusil en main. 2 pas derrière un tas de bois, et il tomba. Un tir sec en plein torse, droit dans le sternum. Sans écho. Juste le bruit sourd du corps contre le béton. Le deuxième tourna trop vite et fut frappé par l'éclair d'un piège, recula et déclencha la charge à clous cachés dans le bac de lavage. Ça ne le tua pas. Mais ça réduisit ses jambes en charpie. Le cri fut celui d'un animal blessé. La panique se répandit comme du gaz. Ils coururent pour se mettre à couvert, cherchant le tireur. Ils ignoraient que je n'étais pas à l'intérieur. J'étais au-dessus, à l'extérieur, hors d'atteinte. Le 3e et le 4e tombèrent net, 2 tirs précis. L'un dans la nuque, l'autre dans la gorge, alors qu'il essayait de donner des ordres. À ce moment-là, elle criait déjà. Maintenez la formation. Trouvez le tireur. Avancez. Mais il n'y avait plus de formation. Seulement le chaos. L'un d'eux tenta de monter l'escalier,
là où j'avais placé un piège. Il n'atteignit jamais la deuxième marche avant que la structure métallique ne cède, le projetant sur des tiges lacérées sous le plancher. 6 corps. Le 7e courut par le couloir latéral et toucha la mine à fragmentation en céramique. Pas mortel, mais il lâcha son arme. Alors je lui brisai la rotule. Je ne le tuai pas immédiatement. Je voulais qu'il la regarde, en train de saigner jusqu'à la mort. Le 8e et le 9e tirèrent en direction de la fourgonnette. Je les abattis dans le dos avant qu'ils n'atteignent le capot. Dans le viseur thermique, leurs corps brillaient comme des torchers, prévisibles, linéaires, fragiles. Le dernier, le 10e, était celui qu'elle appelait « chéri ». Il criait son nom sans arrêt, comme s'il pouvait encore le sauver. Il tenta de fuir sans armes, appelant sur un portable jetable qui ne connectait déjà plus à rien. Il n'alla que 3 mètres avant que je n'émerge de l'ombre. Je ne tirai pas. Un seul coup de couteau, entre les côtes, en déchirant vers le haut. Il trembla, l'air s'échappa en hoquet, et il tomba à genoux. Ses yeux se levèrent vers elle, noyés de sang, avec une expression de trahison qu'il n'eut pas le temps de comprendre. Elle le soutint, tentant de le retenir. Le sang imbiba son jean. « Non, 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 s'il te plaît, murmurait-elle, pressant ses mains contre la plaie. Je sortis à découvert. Le fusil pendait dans mon dos, les derniers chargeurs prêts. Elle leva le visage et se figea. Les mains couvertes de son sang jusqu'au coude. Sur son visage, pas la peur, mais le choc, la perte, peut-être le regret. Je te faisais confiance, souffla-t-elle. C'est moi qui t'ai fait confiance le premier, répondis-je, glacé comme je ne pensais pas pouvoir l'être. Elle bougea, essayant d'atteindre quelque chose. Peu importait quoi. Je la plaquai au sol, tordis ses bras et refermai les menottes sur ses poignets. Je la relevai de force. Elle criait, se débattait. Mais c'était déjà fini. Sa petite troupe était morte. Personne ne viendrait la sauver. Le chronomètre marquait les 3 dernières minutes. La fausse canalisation de gaz, installée en sous-sol, libérait déjà le mélange. Quand la première équipe arriverait, elle ne trouverait qu'un cratère fumant avec 10 corps méconnaissables. Aucune trace de moi. La seule chose qui resterait, c'était elle. Un fil lâche, en attente de transfert. La salle d'interrogatoire était stérile. Sans fenêtre. Le bourdonnement des néons faisait dresser les poils. L'écusson du bureau sur le mur ressemblait plus à un avertissement qu'à un symbole. Dans les coins, 2 caméras. Derrière la glace sans teint, probablement 2 analystes et le commandant de service, m'observant comme si c'était moi l'enquêté. Elle était assise en face de moi, menottée à la table fixée au sol. Elle n'avait pas dit un mot depuis la capture. Ni supplication, ni colère. Seulement le silence chargé de tout ce qu'elle taisait. Mon contact entra, l'agent Mendes. Nous avions travaillé 2 fois ensemble, à Chicago et Tucson. Intelligent, fiable, il ne posait jamais de questions inutiles. Il hocha la tête. À partir d'ici, c'est notre affaire. Je me levai sans la regarder. Mais je sentis ses yeux sur moi. Ce n'était ni doux, ni brisé. C'était de la haine silencieuse. Et ça me suffisait. C'était honnête. Elle serait poursuivie dans le cadre de l'opération « Voile de verre », une enquête approfondie sur les réseaux du cartel qui séduisaient et épousaient des agents de la loi pour les compromettre. On découvrit qu'elle n'était pas seulement une femme qui m'avait trompé. Elle faisait partie d'un engrenage plus vaste, recruteuse, superviseuse, et, selon ses messages, chargée d'ouvrir des portes à une trentaine de cibles. Je n'avais été que le test initial. Mendes détacha la chaîne, la releva et l'emmena sans ménagement. Elle ne se retourna pas. Moi non plus. Pas de félicitations. Pas de médaille. Dans ce travail, si tu fais tout correctement, personne ne découvre jamais que tu étais là. Je signai les derniers papiers et sortis par le couloir souterrain jusqu'au garage. La lumière du soleil, après tant d'heures dans l'obscurité, m'aveugla. Je clignai des yeux, acceptai la douleur et marchai jusqu'à la voiture. Dans la boîte à gants, mon vrai téléphone, éteint, intact. Depuis que j'avais activé le protocole 3 nuits plus tôt, je ne l'avais pas rallumé. Je roulais vers l'est, au-delà de la ville, au-delà de toute couverture réseau. Jusqu'aux terres arides, où les routes se fissurent et où le vent ne s'arrête jamais. Au repère 212, je quittai la route, laissai la voiture et continuai à pied.
L'équipement était là où je l'avais laissé, dans un tronc creux, dans un sac étanche protégé de l'humidité. Le fusil démonté, nettoyé, remonté en quelques minutes. Les mains suivaient le rythme comme une prière oubliée, mais encore gravée en moi. J'ai monté le camp comme en mission solitaire. Silencieux, simple, sans feu, sans lumière. Seulement le chant de l'eau froide dans la gourde et le sol nivelé sous le manteau des étoiles, étoiles qui ne jugent pas, ne posent pas de questions. Et puis je me suis assis. Sans ordre, sans adrénaline. Seulement l'écho de ce qui n'avait pas été dit. De la poche intérieure, je sortis un petit carnet sans logo, sans nom. Juste des pages blanches pour une vérité jamais dite à voix haute. Avec la pointe cassée d'un crayon, j'écrivis lentement, avec intention. Je n'ai pas besoin de vengeance. J'ai seulement besoin d'être vu. Je m'arrêtai un instant. Puis j'ajoutai. À présent j'ai disparu de nouveau. Et c'est exactement comme ça que je l'aime. Je déchirai la feuille, la pliai en trois, craquai une allumette. La flamme s'éleva d'un coup. Le papier se tordit, comme s'il frémissait. Je tenais le papier jusqu'à ce que la flamme touche mes doigts, puis je le lâchai au sol et observai le vent emporter les cendres. Parmi nous circule une légende, les hommes comme moi, fantômes infiltrés, ne peuvent pas revenir. Nous apprenons à disparaître et, avec le temps, nous oublions comment exister à la lumière du jour. Je croyais que ce n'était que du cynisme. Maintenant je sais, c'est une vérité silencieuse, mais honnête. Je me suis allongé sur le dos, le fusil à mes côtés, les yeux tournés vers les étoiles. Quelque part, au loin, elle était enfermée dans une cellule. Cette fois, une vraie. Interrogatoire, classification, des années dans des salles identiques à celles que je venais de quitter. Je n'avais pas l'intention d'aller la voir. Ni même de vérifier les nouvelles. Parce que cette histoire ne parlait plus d'elle, mais du silence qui vient après. Du lieu où je vis. Du bourdonnement étrange et serein entre les objectifs, entre les dossiers, entre les fantômes. Avant l'aube, je me levai, jetai le sac sur mon dos et marchai vers les collines. Personne ne savait ce que j'avais fait. Pas même le bureau dans son ensemble. Et c'était précisément le but. Demain, il y aurait un nouveau nom, un nouveau dossier, un nouveau visage à endosser. Mais cette nuit-là, pour quelques heures encore, je n'étais personne. Commentaire Monsieur Reddit. Eh bien, qui aurait cru que le mariage heureux incluait désormais un pack complet, cartel, drone et killbox? Finalement, la seule promesse qu'elle a vraiment tenue, c'était jusqu'à ce que la mort nous sépare. Elle avait juste oublié de préciser de quelle mort il s'agissait.